La question qui se pose désormais, c'est comment Tsahal a réussi à piéger le chef du Hezbollah. Il était terré depuis des années, c'était l'homme le plus recherché. Écoutez ce que dit Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire israélien. Hezbollah est probablement infiltré soit par un super agent israélien, ça serait quelque chose d'assez légendaire, mais on en a déjà eu par le passé, comme il y a très longtemps l'agent secret Eli Cohen à Damas, qui avait même atteint des postes politiques importants au sein du gouvernement syrien. Donc il y a peut-être un super agent au sein du Hezbollah. La présence d'une complicité interne, donc à l'intérieur de l'organisation. Comment les renseignements israéliens ont pu infiltrer l'organisation ? Mais c'est déjà ce qu'on soupçonnait au moment de l'opération avec les beepers et les talkie-walkie. C'est-à-dire que quand on a vu toutes les sociétés écrans, les pseudo-sociétés, les pseudo-relais, etc., qui ont existé dans toute cette affaire de Taïwan, en passant par la Hongrie, la Bulgarie, etc., on a compris qu'effectivement, les Israéliens avaient, et d'ailleurs depuis longtemps, sûrement, travaillé sur cette opération, pas seulement l'élimination de Nasrallah, mais d'une grande partie du Hezbollah. Et ce qui est d'autant plus spectaculaire après, évidemment, l'échec du 7 octobre, et on arrive bientôt à la date anniversaire. Donc, on sait que c'est une des techniques de tous les services de renseignement de la planète. Mais avant l'échec du 7 octobre, où les Israéliens n'avaient rien vu venir, c'était justement une des forces du Mossad. Et c'était en plus la théorie de Golda Meir, la première ministre israélienne, qui avait dit notamment, après les Jeux Olympiques de Munich, la prise d'otages et la mort des athlètes israéliens, que partout on poursuivrait ceux qui avaient lancé des actions de ce type contre Israël. Donc on sait que le Mossad opère de cette manière depuis très longtemps. Ils ont énormément d'agents qui parlent parfaitement arabe, qui opèrent aussi bien que ce soit Mossad, Shin Bet, etc., Amman, qui est le côté militaire des services dans les territoires palestiniens et dans les pays arabes tout autour. Donc c'est vraisemblablement de cette manière qu'ils ont réussi à localiser Nasrallah, même si on peut s'étonner qu'en effet, se sachant à ce point pourchassé, il ait pu se retrouver avec des hommes importants de son mouvement au même endroit. Cela dit, peut-être que ça a été encore une autre manipulation du Mossad, parce que ces derniers temps, l'information qui circulait beaucoup, c'est qu'en fait, les Israéliens ne voulaient pas éliminer Nasrallah. Pourquoi ? Alors, l'explication qui était donnée par les Israéliens à leurs homologues occidentaux, c'était que finalement, Nasrallah n'était pas forcément le plus radical de toute cette mouvance islamiste, et qu'il y avait même des contacts qui avaient lieu avec éventuellement les Occidentaux d'autres partis, et qu'il valait mieux l'avoir lui plutôt qu'un autre. D'autant que, souvenez-vous qu'après les éliminations de tous ceux dont Kadi nous a brossé le portrait, si j'ose dire, tout à l'heure, tous les membres importants du Hezbollah qui ont été éliminés, et même le chef politique du Hamas, il n'y avait pas eu de riposte du Hezbollah très spectaculaire. Évidemment, quand on tire un missile, c'est toujours dramatique, etc. Mais on s'attendait éventuellement à beaucoup plus. Donc, de ce fait, Nasrallah pouvait être présenté comme étant effectivement moins radical que beaucoup d'autres. Alors, est-ce que Nasrallah, évidemment, a eu vent aussi de cette position israélienne, et qu'en fait, c'était peut-être aussi un piège tendu par le Mossad pour lui faire croire qu'il ne risquait pas grand-chose parce qu'il n'était pas la cible à l'heure actuelle des Israéliens? C'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est retrouvé à un endroit avec d'autres personnes importantes du mouvement et qu'il a été éliminé. Gallagher. Non, Raphaël Jérusalemi, à l'instant, dont vous avez passé un extrait, mentionne le nom d'Eli Cohen, qui est un nom absolument mythique en Israël en matière d'infiltration. C'est un juif égyptien qui naît à Alexandrie, je crois, au début des années 20, et qui est parfaitement arabophone, comme son père qui, lui, était d'origine syrienne, mais qui a déménagé en Égypte à l'âge de 7 ans. Ce sont des juifs mizrahim, donc de cette région, et qui étaient dotés d'une grande mémoire, mathématicien, ingénieur, etc., et qui parvient à infiltrer à la fois les états-majors politiques et militaires syriens. Il devient même conseiller du ministre de la Défense syrien, et il y mène des activités d'espionnage
au début des années 60, pendant 4 ou 5 ans, entre 60 ou 61 et 65, jusqu'à ce qu'il se fasse attraper et pendre à Damas. Et les renseignements qu'il fournit sont d'une telle qualité qu'ils auraient, j'emploie le conditionnel parce qu'il y a énormément de mythologie autour de cela, c'est évidemment difficile à vérifier, même permis à Israël d'avoir un avantage qualitatif tel que ça a un impact décisif lors de la guerre des 6 jours. Et ça permet aussi à Israël d'avoir un avantage dans les combats au niveau du Golan syrien. Donc soit vous avez cette possibilité-là, et ce qui nécessite un travail sur des années. C'est des années et des années afin d'introduire un personnage qui gagne progressivement la confiance et qui monte tellement haut qu'il a un accès pratiquement direct aux plus hautes instances. Vous avez une autre possibilité, et les deux ne sont pas forcément mutuellement exclusives, qui est un élément endogène de l'organisation, donc pas quelqu'un qui est juif, pas quelqu'un de l'extérieur, et qui trahit pour diverses raisons. Soit parce qu'il a une orientation sexuelle et que vous pouvez prouver et vous le lui faites savoir et vous lui exposez le fait que vous pourriez le faire savoir à son entourage, sa famille, etc. Soit pour des raisons financières, soit par la promesse d'un futur doré et donc largement plus désirable que son présent actuel. Et en échange de quoi vous recueillez des renseignements. Mais effectivement, vous avez raison dans votre question de le souligner, Marie-Aline. Sans le renseignement humain, vous ne pouvez pas éliminer ce genre de personnage. Et pareillement, sans renseignement humain, vous ne pouvez pas, de manière ultra fiable, attester de la mort de ce personnage et d'éventuellement les autres personnages qu'il y avait autour de lui. Parce qu'il y a d'autres victimes autour de Nasrallah. Et donc vous avez à la fois la nécessité d'une confirmation visuelle et puis derrière confirmation type ADN également qui est régulièrement pratiquée pour attester de la présence et donc de la mort de la personne. Mais j'en terminerai par là en vous disant que on a cité tout à l'heure la longue série de gifles infligées au Hezbollah qui démontrent de ce point de vue-là une extrême fragilité et incapacité à empêcher toutes ces fuites, les pagers, la géolocalisation. Tout à l'heure, vous avez montré cet organigramme qui est vanté par l'armée israélienne, qui montre que le bateau, entre guillemets, prend l'eau de partout. Et ça veut dire qu'ils ont un immense souci. Et ça veut aussi dire pour le Hezbollah, s'il s'en remet, et le parrain iranien, qu'il faut presque revenir à zéro et reconstruire beaucoup de choses, parce que ça laisse supposer qu'il y a d'autres fuites. Et comment colmater ces brèches. Bien sûr, hein. Cette opération a été préparée depuis des années avec des agents infiltrés au sein de l'organisation. Il y a eu des complicités internes. Il faut rappeler aussi, et c'est ce que vous nous disiez, Maya Kadra, que le Hezbollah n'a pas que des amis au Liban, et c'est ce que nous disait Raphaël Jérusalemi. Écoutons-le. Il y a aussi des ennemis du Hezbollah. Il y a des gens qui n'aiment pas le Hezbollah, et Nasrallah avait beaucoup d'ennemis. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont aidé, fourni des informations. Ces informations sont recoupées, sont ramassées. Mais je dis, le principe, c'était surtout de faire sortir Nasrallah du bunker, car Nasrallah vit depuis des années et des années à 30 mètres sous terre. Maya Kadra, justement, comment ont-ils réussi à faire sortir Hassan Nasrallah du bunker dans lequel il était terré depuis autant de temps ? On parlait de l'extrême organisation du Hezbollah tout à l'heure et que le Hezbollah est en cela beaucoup plus puissant que le Hamas ou bien que d'autres groupes terroristes comme Daesh ou l'État islamique. Moi, je dirais que l'extrême organisation du Hezbollah fait son extrême fragilité aussi, parce que quand on est organisé, on a un organigramme, on a des sites bien identifiés, bien organisés aussi, des sites, que ce soit des sites de lancement de missiles, ou bien un réseau de tunnels, ou bien le quartier sécuritaire en plein Dahiyeh, à savoir la banlieue sud de Beyrouth. Ça dévoile un peu l'organisation de cette milice aussi. Et donc il y a ce côté hyper organisé du Hezbollah qui le rend hyper exposé. Il y a un autre facteur aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que pendant l'occupation israélienne du sud du Liban, il y avait une armée parallèle qui soutenait l'occupation israélienne, c'était l'armée de l'Ahad. Et cette armée-là qui opérait dans le sud du Liban n'était pas uniquement une armée de quelques miliciens chrétiens. Il y avait beaucoup de chiites dans cette armée. Beaucoup d'eux sont partis en Israël, d'autres ont été réhabilités, ils ont fondu un
un peu dans le décor de la communauté chiite, mais en fait, on peut trouver aussi dans ces ex-militaires qui se sont battus auprès des Israéliens dans le sud de potentiels agents. Il y a dans le milieu même du Hezbollah, et ça, c'est vraiment l'Eldorado pour le Mossad israélien, il y a beaucoup d'individus aussi qui sont prêts à donner des informations pour une raison très simple, c'est qu'il y a une crise économique au Liban depuis 2019 sous le poids de laquelle les Libanais ploient, que ce soit les gens du Hezbollah ou les autres citoyens libanais, et que le facteur financier est très important dans ces cas-là. Et comme Gallagher a dit aussi, parfois on a des preuves de l'orientation sexuelle de telle ou telle autre personne aussi, et il y a un certain chantage aussi à certaines vidéos, etc., qui fait que une personne peut devenir un agent ou un informateur aussi pour le Mossad. Denis Siffer, cette mort du chef du Hezbollah, c'est un succès pour les services israéliens. Ah bah ça, un succès considérable, et un succès politique pour Netanyahou, qui était en grande difficulté à Gaza. Alors je ne sais pas si ça va lui permettre de se refaire politiquement complètement. En attendant, il peut jouir vraiment de ce succès. Mais je dirais, pour revenir à la question précédente que vous posiez sur la façon dont il a été abattu et sur la force des services de renseignement israéliens qui font son orgueil depuis très longtemps, et d'une manière générale sur la domination, la suprématie militaire d'Israël sur l'ensemble de la région, et donc sur le Hezbollah aussi. C'est à la fois une force évidemment extraordinaire qui permet, à mon avis d'ailleurs, qu'Israël n'ait pas grand-chose à craindre aujourd'hui, même de l'Iran. Enfin, c'est une question que tout le monde se pose, mais je ne crois pas beaucoup à une offensive de l'Iran avec la puissance israélienne et les États-Unis derrière. Et je dirais que cette force militaire, militaro, disons, du renseignement, etc., ça peut être aussi une faiblesse politique, parce qu'on ne cherche pas de solution politique, du coup. Et on est toujours dans cette ivresse, disons, de la supériorité militaire. Or, moi, je pense, je ne dois pas être le seul sans doute, que finalement, de loin en loin, quand on regarde les liens du Hezbollah, comment cette affaire s'est déclarée, qu'on en revient toujours au cœur de la question, qui est la question palestinienne. Et tant que cette question ne sera pas résolue politiquement, eh bien, il y aura des Hezbollah ou autre chose, des Hamas ou autre chose. Et ça, pour l'instant, malheureusement, et avec Netanyahou, j'ai peur que ça n'advienne jamais. On ne se dirige pas vers même pas une solution, même pas un cadre qui permettrait... Alors, il y a les élections américaines. Bon, je ne crois pas beaucoup que Kamala Harris, si tant est qu'elle gagne, se lance ce genre d'aventure très vite. Si c'est Trump, on entre là dans une nuit noire pour l'histoire de la région. Gallagher. Deux choses. Sinwar est vivant, serait vivant, Nasrallah est mort. Donc une théorie, c'est peut-être que les militaires, et notamment la partie renseignement de l'infrastructure militaire israélienne, a mis tellement d'hommes et de moyens technologiques et autres à destination de l'élimination du Hezbollah, qu'elle a délaissé le Hamas et ainsi peut-être faciliter le 7 octobre. C'est une théorie, parce qu'encore une fois, moi je suis frappé par le contraste assez saisissant entre la taille des gifles infligées à ce monstre qu'est le Hezbollah par rapport au bourbier qui est devenu Gaza suite au 7 octobre, qui est juste une faille sécuritaire et militaire et politique colossale pour Netanyahou et l'establishment militaire israélien. Je suis tout à fait d'accord sur la centralité de la question palestinienne. Et de là découle tout un tas de questions. C'est-à-dire que, est-ce que cette élimination stabilise les choses au Proche et au Moyen-Orient ? Cette opération a été appelée par les services israéliens « opération Nouvel Ordre ». Donc on comprend bien que M. Netanyahou est animé par un désir, celui de redessiner, si vous voulez, le Proche, voire le Proche et le Moyen-Orient, au travers de la force. C'est-à-dire, l'État hébreu, par le fil de l'épée, veut redessiner ce à quoi ressemble son quartier. Sachant qu'Israël se pense souvent, c'est une expression qu'on entend beaucoup en Israël, comme une villa au milieu de la jungle. Ils avaient d'ailleurs cette expression qu'ils employaient, qui disait on doit régulièrement tondre le gazon. Et donc, en macro, c'est-à-dire, est-ce que ça, c'est un véritable modus vivendi d'un point de vue humain ?
mais aussi d'un point de vue économique. Parce qu'il ne faut pas oublier, hier par exemple, Moody's a rétrogradé la note israélienne. Pardon pour la trivialité et le caractère très prosaïque du propos, mais il y a une économie israélienne. Et ce n'est pas un facteur qui est négligeable dans une société comme celle-là. Quand vous avez des jeunes réservistes qui désertent le secteur de la tech et les coffee shops de Tel Aviv, et que vous allez dans le centre-ville et que vous trouvez les grillages de fer baissés sur les magasins et les sociétés en partie désaffectées parce qu'il y a du monde à Gaza, il y a du monde dans le nord, et que vous voyez poindre à l'horizon d'autres menaces. Les Houthis viennent de s'exprimer. On n'a pas le sentiment que Benyamin Netanyahou prend en compte ce facteur. Exactement. Donc, il y a toutes ces choses-là. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais de ces balles en l'air qui ne sont pas encore complètement retombées. Il y a aussi les suites. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a un consensus à 100% autour de l'élimination de Nasrallah du côté israélien et du caractère actuel de l'opération. Si ça se transforme en opération terrestre, là, je ne suis pas certain qu'ils réussissent à préserver ce consensus. Ne jamais oublier les intérêts très personnels, puisque vous me renvoyez à lui, de Netanyahou, notamment ses affaires judiciaires, et puis sa cote de popularité qui l'obsède beaucoup. Et ça, c'est vrai, elle est en train de remonter actuellement. Donc, quelque part, il est en train de gagner ce pari-là pour lui et son parti, le Likoud, actuellement. Catherine. Alors oui, c'est vrai qu'il est en train de remonter sur la scène intérieure, sur la scène internationale. Quand on a vu la plupart des représentants de l'ONU quitter la salle hier quand il a prononcé son discours, on voit bien que là, c'est une autre question. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été demandé contre lui par la CPI, par le procureur de la CPI pour crime de guerre. Non, le mandat d'arrêt a été demandé. La décision n'a pas été prise. Pardon, je vous ai mal écouté. Voilà. Mais pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Et c'est vrai qu'en plus, cette doctrine d'Aïe, là, qu'on appelle du nom de la banlieue sud de Beyrouth, où les Israéliens avaient clairement expliqué que les victimes civiles, c'est pas qu'elle ne comptait pas, mais qu'on ne pouvait plus respecter ce droit de la guerre qui veut qu'en effet on fasse tout pour éviter de tuer des civils. À partir du moment où on a plus de 40 000 morts à Gaza avec près de 100 000 blessés, c'est les chiffres donnés par le Hamas mais qui sont confirmés par les services de renseignement occidentaux, que là on voit ce qui se passe au Liban aussi, ça va être évidemment beaucoup plus difficile après de renouer des liens et d'arriver à une solution politique, parce que c'est vrai qu'en dehors de toute solution politique, tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, il y aura une nouvelle guerre. Et c'est bien pour ça qu'aux Nations Unies, et Joe Biden et Emmanuel Macron ont déjà appelé à un cessez-le-feu. Et ils ont aussi rappelé que la solution, c'était une solution à 2 États, israéliens et palestiniens, en donnant évidemment des garanties pour qu'ils puissent vivre en sécurité. Mais en effet, si on ne trouve pas une solution politique, et au premier rang desquels une solution à la question palestinienne, ça recommencera, et sûrement avec des gens de plus en plus extrémistes au regard du nombre de victimes civiles. Et évidemment, ça a commencé le 7 octobre.